Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons, comme c'est le cas à chaque fin d'année, pour faire un point sur les évolutions majeures en environnement, en santé, sécurité au travail. Alors, bien évidemment, hein, pour ceux qui ont déjà participé à cette animation, je le répète encore, le but, c'est de faire on va dire, un petit tour des évolutions qui peuvent concerner la majeure partie d'entre vous. En 2 heures, il est difficile de reprendre l'intégralité des évolutions réglementaires et certaines des nouveautés peuvent concerner certains d'entre vous, d'ailleurs certaines entreprises, de façon un peu plus particulière par rapport à votre activité ou par rapport à votre statut. Comme nous le faisons habituellement, je vous présente le sommaire. Nous avancerons dans ce sommaire avec des points d'arrêt. Si vous avez des questions, alors ce que je vous demande effectivement, hein, c'est de fermer vos micros et vos caméras pour la qualité de la présentation et puis pour le maintien de la qualité aussi de la ligne. Nous allons commencer par une présentation sur les évolutions réglementaires en environnement. Alors, vous allez le voir, à l'inverse des sessions précédentes où nous avions beaucoup de nouveautés, entre autres en matière de performance énergétique, là, je dirais qu'en environnement, ouf, ça se calme un peu. Nous allons plutôt être dans la continuité. Nous allons plutôt être dans le rappel d'un certain nombre d'échéances sur des textes, sur des exigences réglementaires qui existent déjà, mais qui vont se prolonger pour l'année 2025. Premier texte qui va être évoqué, alors là, qui est un décret nouveau de juillet 2024, qui peut concerner certains d'entre vous, un décret associé à la suppression de l'obligation pour certains d'entre vous de constituer des garanties financières. Vous allez voir que ces garanties financières sont quand même conservées pour certains secteurs d'activité, mais pour des sites, la majeure partie des sites qui étaient soumis et qui étaient en parallèle soumis à enregistrement ou à autorisation, ces garanties financières sont désormais caduques. Un deuxième point, alors qui est dans la continuité, puisque nous avions abordé déjà cette réglementation au cours de la session de juin, la déclaration 2025 du réemploi des emballages industriels. Donc, vous allez le voir, effectivement, à compter du 1er janvier 2025, on a une nouvelle REP emballage professionnel qui doit se mettre en place et qui va vous demander, si vous êtes concerné, comme c'était le cas cette année, de déclarer les quantités d'emballage professionnel que vous mettez sur le marché et de déclarer également le taux de réemploi de ces emballages. Un point également, alors qui n'est pas nouveau, mais j'allais dire un rappel à l'ordre sur une échéance du 1er janvier 2025 concernant les installations de recharge des véhicules électriques. Donc là, on est sur une réglementation qui date maintenant de quelques années, mais qui a imposé des échéances au fil du temps avec des exigences différentes. Et vous allez voir qu'au 1er janvier 2025, certains d'entre vous peuvent être concernés par la mise à disposition effective d'installations de recharge pour véhicules électriques. Un point également sur la situation actuelle des nappes phréatiques. Donc l'objectif, c'est de faire un comparatif 2023-2024. Bon, je pense que vous vous en doutez, avec toutes les pluies que nous avons eues là cette année, entre autres au printemps et en été, vous allez voir que 80% des nappes phréatiques un taux de remplissage plus élevé que la moyenne. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est surtout le risque d'inondation qui est plutôt prédominant, bien évidemment, que le risque de sécheresse. Mais là aussi, à surveiller sur l'année 2025. Un outil gratuit que vous pouvez télécharger ou éventuellement dont vous pouvez faire un peu la promotion auprès de vos salariés, qui est très sympathique et qui permet de calculer rapidement et gratuitement son empreinte carbone en fonction des caractéristiques de son mode de vie, de l'alimentation, du logement, des déplacements, etc. Donc ça permet d'avoir voilà, une vision assez sympathique des principaux postes émetteurs pardon, de carbone par rapport au mode de vie, on va dire, des salariés. Un point également d'ordre plutôt statistique sur le bilan du nombre de certificats ISO
associés au système de management de qualité, sécurité, environnement. Donc, on a les derniers chiffres qui ont été mis en ligne par l'AFNOR et vous verrez que la France est un petit peu à la traîne par rapport à ses voisins européens sur l'évolution du nombre de certificats et de sites certifiés. Donc là aussi, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ferons des points d'arrêt pour que je puisse y répondre. Premier décret, donc un décret effectivement qui est nouveau, donc qui date de cet été, du 6 juillet 2024, et qui vient supprimer, pour certains d'entre vous, l'obligation que vous aviez jusqu'à présent de constituer des garanties financières pour la mise en sécurité des sites en cas de cessation d'activité. Donc ces garanties financières sont associées, alors non pas à l'ensemble des sites, mais à certains sites fixés par la réglementation en fonction de leur activité, sites soumis à enregistrement et ou à autorisation d'exploiter. Et là, ce décret vient effectivement supprimer cette obligation de constitution des garanties financières. Alors attention, pas pour toutes les entreprises, puisqu'aujourd'hui, il reste encore des activités qui sont assujetties à ces garanties financières, telles que les installations de stockage de déchets, à l'exclusion des installations de stockage de déchets inertes. Vous avez également les carrières qui sont assujetties aux garanties financières. Vous avez, et c'est indiqué sur le diaporama, les sites et les installations Céveso seuil haut, et puis ce qui est un petit peu plus rare, les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Pour toutes les autres entreprises, effectivement, ce décret vient préciser ces modalités de suppression des garanties financières qui deviennent caduques de plein droit. Donc, on vous dit les dispositions que vous pouviez avoir dans vos arrêtés préfectoraux et qui avaient été prescrits antérieurement au 25 octobre 2023 sont abrogées de plein droit. Lorsque les garanties financières ont été constituées sous forme d'actes de cautionnement, c'est-à-dire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'un assureur ou portant garantie autonome, ces garanties financières, là aussi, deviennent par nature et par défaut caduques. On vous dit également que si ces garanties financières ont été constituées par une consignation auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, la déconsignation des sommes correspondantes se fait obligatoirement auprès de cette caisse à la demande des exploitants. Donc là, si vous êtes concerné, effectivement, si vous étiez concerné via vos arrêtés préfectoraux par la constitution de ces garanties financières, celles-ci deviennent désormais caduques. Deuxième point important, alors qui n'est pas une nouveauté, puisque nous avions abordé cette évolution réglementaire au cours de la session de juin, la déclaration 2025 du réemploi des emballages industriels, alors je dirais industriels et commerciaux. Un petit rappel de base, donc en fait cette réglementation est issue de la loi AGEC, de la loi anti-gaspi et économie circulaire du 10 février 2020. Elle fixe des objectifs de réemploi des emballages professionnels à compter de 2023 pour une première déclaration qui a dû être faite cette année si vous êtes concerné. Et c'est pour ça que nous étions rentrés dans le détail au cours du webinaire de juin 2024. Qui sont concernés? Alors, je vous rappelle un petit peu les tenants et les aboutissants de cette déclaration, puisqu'on vous dit ce sont les producteurs qui mettent sur le marché français, plus de 10 000 unités de produits emballés par an. Alors, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui n'est pas de revenir sur la notion d'unité de produits emballés, puisque pour certains d'entre vous, si vous vous souvenez, toutes les informations, vous pouvez les retrouver de façon très explicite dans des guides d'application, des guides d'utilisation sur le site de l'ADEME, où on va vous préciser très exactement quels sont les produits concernés, quels sont les emballages concernés, avec certaines règles spécifiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, hein, puisque nous avons des règles de comptage très, très particulières, notamment pour tout ce qui concerne les calages, les intercalaires, les films de palettisation, etc., etc. Si vous êtes concerné par la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de produits emballés par an, alors
je préciserai quand même que 10 000 unités de produits emballés, j'ai envie de vous dire, c'est quelle que soit la nature du produit emballé et quelle que soit sa forme, quel que soit son volume, quel que soit son poids. Donc, c'est aussi bien des gens qui vont fabriquer, par exemple, dans le BTP, des agglos. Donc, l'aglo, quand vous allez le mettre sur une palette, hein, c'est un produit qui devient emballé. C'est aussi bien des industriels qui vont fabriquer des machines industrielles, des pièces industrielles ou qui éventuellement vont mettre à la disposition de leurs clients via leur SAV des composants qui vont être emballés là aussi de façon spécifique. Donc la notion d'unité de produit emballé, hein, est aussi bien une machine à volume important qu'une toute petite pièce, on va dire, de remplacement éventuellement. Donc allez regarder si vous êtes concerné éventuellement sur le site de l'ADEME pour voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Vous allez devoir, si vous êtes concerné, et c'était déjà le cas cette année, comptabiliser ces emballages industriels que vous mettez sur le marché. Cette comptabilisation, elle se fait via une méthode de calcul qui, là aussi, est fixée par l'ADEME. Donc là, je dirais que vous êtes pris par la main et il faut aller regarder sur le site de l'ADEME, effectivement, cette méthode de comptabilisation. On vous dit l'objet de cette déclaration, si vous êtes concerné, c'est la mise en place à compter de janvier 2025. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas l'identité de l'éco-organisme qui serait en charge du soutien au recyclage et au réemploi de ces emballages industriels, mais néanmoins, à compter du 1er janvier, effectivement, il y a l'instauration d'une éco-contribution via la création de cette filière spécifique de recyclage. Deuxième objectif de cette déclaration des emballages industriels, c'est progressivement, au fil du temps, d'augmenter le taux de réemploi de ces emballages. Alors, je vous ai mis sur le diaporama ce que prévoit la réglementation entre 2023 et 2027 en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. Donc, vous remarquerez que si vous êtes une entreprise, par exemple, avec un chiffre d'affaires au-delà de 20 millions d'euros, inférieur à 50 millions d'euros, 2023 et cette année 2024, vous n'aviez pas d'objectif fixé par la réglementation d'objectif minimum de taux de réemploi de ces emballages professionnels. Par contre, à compter de 2025, le taux minimum de réemploi va passer à 5%, puis 7 et 10%. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif final, c'est de mettre de moins en moins sur le marché d'emballages professionnels neufs, de diminuer les quantités mises sur le marché et de favoriser les emballages recyclés ou réemployés ou consignés. Ce point est important parce que depuis le 15 novembre 2024, l'ADEME, pour les déclarations 2025, a mis en ligne sa méthodologie de comptabilisation qui a été réajustée par rapport à celle de 2024. Donc, si vous êtes concerné, allez bien voir la nouvelle méthodologie de comptabilisation, hein, et pas la précédente que vous aviez peut-être utilisée. On vous dit également la déclaration 2025 des données 2024 sera réalisée du 20 janvier 2025 au 31 mai 2025. Isabelle, est-ce qu'il y a pour l'instant des questions particulières dans le chat sur ces deux points qui ont été évoqués? Suppression des garanties financières et emballage industriel. Alors, je pense qu'Isabelle n'a pas ouvert son micro, mais il n'y a pas de questions pour le moment. Eh Voilà, bien, je Valérie. continue et si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à les poser. Ah, Pardon, oui, si, j'avais Oui, coupé mon une... micro. Oui, oui. Alors, une question qui arrive de Arnaud. Est-ce que la REP EIC concerne les déchets? les déchets en tant qu'unité de produits mis sur le marché, là, je ne vois pas trop dans quel cadre les déchets seraient concernés. Alors, Arnaud, Ah, peut-être si tu peux préciser ta question, soit ouvrir ton micro, soit voilà, Là, préciser dans le quand on parle chat. d'unités de produits mis sur le marché, ce sont des produits qui sont vendus à des clients, qu'un producteur va C'est mettre à ça. la disposition sur le marché à l'attention d'un client. Donc non, Mm. les déchets ne sont pas concernés. Même si effectivement, c'est peut-être là votre question, même si ces déchets, quand ils quittent par exemple votre site,
effectivement, font l'objet d'un emballage. Mais vous ne les mettez pas sur le marché à l'attention d'un utilisateur. Alors après, ce que je vous disais il y a quelques minutes, toutes les catégories de produits visés sont incluses dans les guides applicatifs de l'ADEME. Donc, il faut faire cet effort d'aller consulter ces guides. Mais là, non, sincèrement, je ne vois pas en quoi les déchets seraient concernés. Oui, Mais la question est intéressante. il a répondu, d'accord, ils ne sont pas sur le marché, effectivement. Oui, Vous donc avez non. répondu à sa question. Une précision également qui n'a peut-être pas été suffisamment donnée, qu'il avait été, je crois, la fois précédente, sont concernés les emballages industriels et commerciaux pour des produits mis sur le marché exclusivement en France. Donc, si vous envoyez vos produits à l'extérieur du marché français, même dans l'Union européenne, ces emballages-là ne seront pas comptabilisés. Par contre, vous pouvez également être concerné pour des produits et des emballages importés, pour des produits que vous allez mettre sur le marché français. Donc, on est bien sur une mise à disposition sur le marché français. Petite précision également, dans les guides d'application de l'ADEME, vous avez également des explications sur la notion, sur le statut du producteur du produit mis sur le marché. Parce que cela peut peut-être vous paraître évident, mais selon votre statut, si effectivement vous êtes le producteur initial du produit, si vous êtes le distributeur, par exemple, sur une plateforme, la notion de producteur peut prendre des formes diverses et variées. Donc là aussi, l'ADEME a bien clarifié les différents statuts possibles de la notion de producteur du produit qui va être emballé et mis sur le marché français. Alors souvent, la question qui vient en complément de celle que vous pouvez me poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il existe des sanctions à la clé si vous n'aviez déjà pas déclaré vos données en 2024, vos données 2023? Alors sincèrement, l'objectif du moment n'est pas de sanctionner les entreprises. L'objectif du moment, c'est déjà d'informer les entreprises. Je vous avouerai franchement que même avec toute la communication que je suis amenée à faire, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'entreprises qui qui ne connaissent pas cette réglementation et deux, qui ne savent pas si ils ou elles sont assujettis ou pas à cette déclaration. Donc, voilà, l'objectif du moment n'est pas du tout de sanctionner les entreprises. Néanmoins, si vous êtes assujetti, il va falloir effectivement répondre à cette exigence déclarative, puisque j'insiste quand même, à compter du 1er janvier 2025, la REP, elle est censée être en fonctionnement. Donc, l'éco-contribution, elle sera mise en place. Donc, vous allez devoir payer cette éco-contribution. Donc, pour payer cette éco-contribution, il faut bien que vous ayez au préalable déclaré vos données. Alors, c'est un travail, sincèrement, entre nous. Moi, j'ai participé à la comptabilisation pour une entreprise que j'accompagne. Autant vous le dire tout de suite, c'est un travail qui peut très rapidement être fastidieux, entre autres dans la collecte initiale des données. Parce que, bien évidemment, il va falloir effectivement récupérer toutes les données quantitatives de tous vos emballages, hein, que ce soit des intercalaires, que ce soit du polystyrène, que ce soit les palettes, que ce soit du film étirable, thermorétractable. Alors, on a des entreprises qui ont déjà assez facilement des logiciels pour avoir effectivement l'intégralité des quantités utilisées pour l'ensemble de ces emballages. On a des entreprises pour lesquelles c'est un petit peu plus difficile. Donc, cette phase de comptabilisation, effectivement, c'est la phase qui souvent nécessite quand même un petit peu de temps et qui, dans certains cas, n'est pas toujours très, très sympathique. À partir du moment où vous avez les quantités, là aussi, il va falloir déterminer les taux de réemploi que vous avez actuellement sur chacun de ces emballages. Pour les sites qui sont certifiés ISO 14001, là aussi, on est dans la mouvance de ce que demande l'analyse environnementale. J'ai encore une question dans le chat Oui. sur le sujet du coup. Est-ce que certains emballages pourraient être exemptés, tels que l'emballage en contact avec des dispositifs médicaux? Oui, on a effectivement des règles d'exemption. Alors, je vais vous avouer franchement, les emballages médicaux, ce ne sont pas les emballages que je côtoie le plus au quotidien, donc je ne m'engagerai pas à vous dire si effectivement ils font pas partie des exemptions, mais effectivement, on a aussi des exemptions. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut faire cet effort de regarder en détail par rapport à la nature de vos produits si
oui, vous pouvez faire partie de ces emballages exemptés. Après, ce qui ne l'est pas, ce sont tous les emballages, on va dire, beaucoup plus communs et courants. Je les citais, hein, les palettes, les cartons, les douflines, les films thermorétractables, étirables, etc. Là, on n'a aucune exemption sur les, on va dire, les produits un peu plus standards. Alors, j'insiste, ça concerne par contre tout secteur d'activité et tout type d'entreprise à partir du moment où vous atteignez ce seuil de 10 000 unités de produits mises sur le marché français à l'année. Je continue. Un point qui n'est pas nouveau, mais une échéance qui s'applique au 1er janvier 2025 et qui est issue de la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, à son article 64. Alors, je précise que cette loi, elle est codifiée, elle est incluse, entre autres, dans le Code de la construction et de l'habitation. Alors, sans vous retracer, on va dire, l'histoire complète de l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques, cette loi LOM, néanmoins, contraint depuis quelques années les entreprises à disposer de bornes de recharge, hein, c'est dans l'air du moment, sur leur parking d'entreprise. Et cette loi s'inscrit en fait dans le projet gouvernemental de la transition énergétique. Elle s'inscrit aussi dans l'objectif de répondre aux nouveaux besoins des collaborateurs. Et pour ce faire, depuis quelques années, vous avez des échéances qui s'étaient déjà appliquées pour des bâtiments neufs ou existants en fonction de la date de dépôt du permis de construire de vos bâtiments. À compter du 1er janvier 2025, c'est beaucoup plus simple, puisque nous atteignons la dernière échéance et cette fois-ci, nous ne faisons plus la distinction entre bâtiments existants, bâtiments neufs. Tous les bâtiments sont assujettis à la même règle que vous avez devant les yeux. On vous dit à compter du 1er janvier 2025, pour tout parking supérieur à 20 places, ces parkings devront être équipés d'au moins un point de recharge accessible aux personnes à mobilité réduite, plus un point de recharge par tranche de 20 places supplémentaires. Donc, on vous dit sur le diaporama, ce qui fait 5% des places de parking équipées. Mais là aussi, attention, vous avez 3 exemptions majeures, dont une que vous avez tendance, entre guillemets, à oublier. Ces exemptions, vous l'avez sur votre droite. Le premier cas, on vous dit, alors là, nous sommes bien sur de l'installation de bornes de recharge à compter du 1er janvier 2025 et pas du pré-équipement. Hein, donc là, effectivement, il faut que vos bornes soient, on va dire, en activité effective au 1er janvier 2025. Néanmoins, si vous regardez sur votre droite, on vous indique que vous avez 3 cas d'exemption majeure. Le premier, lorsque dans les cas de rénovation importante de votre parking, le coût d'installation des bornes de recharge est supérieur à 7% au coût total de la rénovation. Le deuxième point, et je voudrais surtout insister sur ce deuxième point, qui passe souvent à la trappe. Alors, quelquefois, j'ai des clients qui me disent, mais Madame Herblignot, je suis allée regarder sur Internet, je suis arrivée sur des sites, quelquefois, de fournisseurs de bornes de recharge, et je n'ai pas vu ce deuxième point d'exemption. Vous imaginez bien qu'il n'est pas dans l'intérêt des fournisseurs de bornes de recharge de vous dire, attention, vous ne rentrez pas dans la catégorie de l'obligation légale de mise en place de ces bornes de recharge. Le deuxième point est le suivant. On vous dit, vous pouvez être exempté si les parkings dont vous disposez dépendent de bâtiments et d'entreprises occupés par des PME. Et je vous ai indiqué en bas de diapositive ce que l'on entend par une PME. Et entre autres, vous avez l'article L113-14 du Code de la construction et de l'habitation qui vous dit la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que si vous faites partie de cette catégorie, il est intéressant de ne pas mettre en place de bornes de recharge. Vous l'aurez compris, je pense que c'est dans l'air du moment et que ce soit pour vos salariés, pour vos clients, je pense qu'il est maintenant devenu indispensable d'avoir au moins une borne de recharge. Mais néanmoins, il est quand même intéressant d'avoir en tête cette
exemption qui s'applique pour les PME. Et le troisième cas d'exemption qui a été fixé par la loi LOM, on vous dit limitation. Alors là, ce n'est pas une exemption complète, mais vous pouvez être en dessous du nombre de postes de recharge fixés par la réglementation. Si vous avez un coût des travaux en amont du TGBT qui ne doit... Alors, en fait, on vous dit, pardon, limitation du nombre de points de recharge pour que le coût des travaux en amont du TGBT ne dépasse pas celui des travaux en aval du TGBT. Voilà. Donc là, c'est la dernière échéance qui va rentrer en vigueur au 1er janvier 2025. J'anticipe peut-être certaines de vos interrogations que nous avions déjà évoquées sur la notion de parking. J'ai plusieurs parkings qui sont séparés par une allée de circulation. Est-ce que je considère que c'est un seul parking? Est-ce que je considère que ce sont deux parkings distincts? J'ai une partie de mon parking qui est dans mon domaine privé, une partie qui est sur le domaine public. Comment je calcule le nombre de places que je dois prendre en considération pour l'installation de ces bornes de recharge? Tous ces points ont été évoqués dans un guide dont je vous avais parlé en juin, qui est le guide des parcs de stationnement, qui a été édité par le ministère de l'Environnement et de la Transition énergétique et qui justement vient faire un retour d'expérience des interrogations des entreprises sur la mise en application de cette réglementation. Donc, si éventuellement vous n'arrivez pas à retrouver ce guide, envoyez-moi un petit message, je vous l'enverrai, mais il vient répondre à toutes les, on va dire, les questions très opérationnelles que vous pouvez avoir pour mettre en place cette réglementation. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point-là? Donc là, on est vraiment dans la philosophie de la performance énergétique et de l'ensemble des textes que nous avons déjà évoqués depuis quelques années et qui viennent s'appliquer aux entreprises, mais pas à toutes les entreprises, puisqu'à chaque fois, nous avons quand même des exemptions qui existent et qu'il faut avoir en tête. A priori, pas de Très questions, bien. Valérie, à ce stade. Si, un point peut-être qui peut être important pour vous, puisque j'ai déjà été, on va dire, interrogée sur le sujet. Si vous avez des bornes de recharge de véhicules électriques, ces bornes de recharge entrent dans le cadre de la vérification générale, périodique, annuelle de vos installations électriques. Si vous êtes établissement recevant du public, vous avez un arrêté spécifique qui vient fixer les modalités de VGP des installations de ces bornes de recharge. Si vous n'êtes pas ERP, ces bornes de recharge sont incluses, la vérification de ces bornes, dans le cadre de la vérification de l'ensemble de vos équipements et de vos installations électriques et des vérifications périodiques annuelles que vous êtes amenés à dispenser sur vos sites. Alors, une question de Dominique Barbier qui dit, pourrais-je avoir ce guide, s'il vous Oui, plaît? oui, sans problème, sans problème. Ok. Alors, c'est un guide qui est comment vais-je dire, assez dense, mais l'avantage, c'est qu'en fait, c'est une grosse foire aux questions. Donc, vraiment, il est extrêmement bien fait. Alors, vous l'aurez marqué sur la thématique de la performance énergétique et sur d'autres gros sujets. Souvent, on a une réglementation qui, dès le départ, et pas suffisamment explicite pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Alors, ce qui est aussi embêtant de notre côté, parce que quelquefois, on est obligé de vous dire, là, la réponse, on ne l'a pas, et il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on ait le retour des entreprises pour que le gouvernement, effectivement, édite des guides, des notes d'instruction sur la mise en place de cette réglementation. Situation des nappes phréatiques. Alors, j'ai trouvé intéressant de vous faire un comparatif que vous trouvez sur le site Vigio, puisqu'aujourd'hui, c'est le site qui remplace le site que vous connaissiez auparavant, le site Propluvia. Donc, je vous ai mis en place la cartographie de novembre 2023 en parallèle de la cartographie de novembre 2024. J'ai envie de vous dire, pas besoin de la commenter plus que cela. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a quasiment 80% des nappes phréatiques qui sont excédentaires, donc qui sont vraiment au-dessus des normales mensuelles.
Le risque à court terme, vous l'aurez compris, hein, bien évidemment, ce n'est pas le risque de sécheresse, mais par contre, c'est vraiment le risque d'inondation. Donc, on a des territoires, effectivement, qui n'étaient pas concernés jusqu'à présent et qui malheureusement, sont concernés, effectivement, par un risque qui devient de plus en plus prégnant. J'insiste également, si vous êtes dans une démarche de certification ISO 14001, dans la nouvelle mouture de la 14001 qui est censée sortir dans un an, fin 2025, il sera demandé aux entreprises, dans le cadre de leur analyse environnementale, de s'intéresser beaucoup plus fortement à l'impact des diverses situations climatiques sur le site. Donc, tout ce qui est situation sécheresse, inondation, foudre, neige, tempête, etc., ce sont des situations qui devront impérativement faire l'objet d'une analyse incluse à votre analyse environnementale, avec éventuellement en parallèle des aspects environnementaux significatifs qui peuvent y être associés. Petite précision également, vous pouvez avoir sur votre téléphone portable l'appli Vivio. Vous rentrez votre adresse ou l'adresse du site et vous êtes informé en direct éventuellement d'une alerte qui peut être émise par la préfecture, entre autres en cas de sécheresse. Donc nous allons surveiller dans les semaines et les mois à venir comment vont évoluer ces nappes. Un point également qui n'est pas un point d'ordre réglementaire, mais qu'il m'a semblé intéressant de vous donner. Il existe, alors c'est pas le seul, mais j'ai trouvé une petite appli, un petit outil qui est très sympathique. Alors je vous ai mis l'adresse où vous pouvez télécharger ce petit outil. Vous pouvez aussi en faire la promotion dans vos entreprises auprès de vos salariés. Et puis là aussi, ça peut rentrer dans le cadre d'une communication environnementale. C'est un petit outil qui vous permet très rapidement et très facilement de calculer votre empreinte carbone individuelle en fonction de vos déplacements, en fonction des caractéristiques de votre logement, en fonction de vos modes de consommation alimentaire, en fonction de vos loisirs. Et c'est intéressant parce que vous avez une évaluation qui vous est donnée et vous avez également des recommandations, éventuellement des pistes d'action qui vous sont données pour réduire cette empreinte carbone. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce petit outil. Alors, peut-être que certains d'entre vous en connaissent d'autres, hein, mais celui-ci est particulièrement intéressant et il s'intitule Nos gestes climat. Et il vous permet d'avoir un visuel assez sympathique de vos consommations, de vos émissions, pardon, carbonées. Autre point également qui n'est pas d'ordre réglementaire, mais qui est intéressant parce qu'on a souvent un peu de mal à trouver des statistiques récentes sur le nombre d'entreprises certifiées ISO, entre autres pour les normes de management. Alors là, l'AFNOR a édité des statistiques 2022-2023. Vous les avez devant les yeux pour les normes qualité, environnement et santé, sécurité au travail. Vous avez le nombre, alors attention, hein, il s'agit du nombre de certificats et pas forcément du nombre d'entreprises certifiées, hein, puisqu'un certificat, par exemple, au sein d'un groupe, peut être donné pour plusieurs sites. Vous y voyez donc les résultats monde et les résultats France. On vous dit que les entreprises françaises sont globalement moins mobilisées que beaucoup de leurs concurrentes et entre autres des entreprises européennes. Alors on vous dit, nous sommes actuellement en 10e position sur l'ISO 9001 qualité. Alors juste une petite parenthèse, en ce qui concerne la qualité, l'ISO 9001 sur l'ensemble des certificats monde, donc vous voyez que nous sommes à un peu plus d'1 million de certificats, 1 200 000. On en a une petite moitié, 551 000 certificats qui sont attribués aux entreprises chinoises. Il est bon de le préciser. Nous sommes en 9e position pour l'ISO 14001 et puis en 14e position mondiale sur l'ISO 45001. Alors, pourquoi effectivement nous sommes quelque peu à la traîne? Alors, les raisons invoquées sont le coût de la normalisation,
le coût des normes de façon générale, entre autres en France, les difficultés à mobiliser pardon, les ressources humaines pour s'engager dans une démarche ISO, et puis quelquefois la complexité et la mise à jour des dispositifs de management qui sont mis en place dans les entreprises. Les entreprises françaises, c'est vrai, sont systématiquement, il faut l'avouer, depuis quelques années, placées derrière leurs homologues allemandes, italiennes, espagnoles et d'autant plus japonaises et coréennes. Donc c'est intéressant voilà, de voir les évolutions au fil du temps, effectivement, de ces normes. Et c'est encore aujourd'hui la qualité qui tient, on va dire, la première place. Delphine, je ne me souviens plus en ouverture de ce webinaire, tu as évoqué la mise à jour de l'ISO 26000? Oui, du Oui, coup, très bien. rapidement, en sachant que on se pose la question de savoir à l'heure actuelle si il faut aller vers une révision de l'ISO 26000. Elle n'est pas engagée. On est au stade de réfléchir pour décider si du coup on révise ou on Mhm. révise pas. Oui. Euh, Vous le savez également, on l'avait déjà évoqué et je pense qu'on l'évoquera beaucoup plus fortement à compter de l'année prochaine, hein. Les normes de management sont en cours de révision puisqu'elle Mhm. commence à dater d'une dizaine d'années. L'ISO 14001, la nouvelle version, devrait paraître en fin d'année 2025. Et comme c'est le cas pour la qualité, elle sera beaucoup plus orientée sur la prise en compte, effectivement, des changements climatiques. L'objectif de ces révisions attendues n'étant pas de procéder à une modification de forme de la structure des référentiels qui restera encore une structure dite de haut niveau, HLS, puisque cette structure a montré, on va dire, son efficacité, et c'est encore le cas aujourd'hui, mais ce seront plutôt des modifications, on va dire, de forme, mais entre autres pour la 14001, des modifications extrêmement importantes sur les tenants et les aboutissants de l'analyse environnementale, qui sera beaucoup plus orientée sur les impacts éventuels du site vers l'extérieur et également sur la prise en compte des impacts extérieurs sur l'entreprise. Donc, ça risque de déstabiliser, on va dire, certains d'entre vous. Est-ce Peut-être si qu'il... tu veux rajouter, Oui, alors il n'y a pas de question pour le moment, mais sur la 26 000, peut-être juste dire un mot au niveau des enjeux parce que donc c'est une norme qui date de 2010. Et toute la question, c'est de savoir si on va vers la révision, parce qu'en fait, en 2010, on a réussi à réunir énormément de parties prenantes pour travailler en fait à la mise en place de cette norme. Il y avait les États, les ONG, le monde scientifique, il y avait les associations de consommateurs, les syndicats de salariés. Et aujourd'hui, en fait, dans le contexte mondial, on se demande si on va vers la révision, si on risque pas de se retrouver avec une oui, norme qui soit moins disante. Voilà, juste. oui, Donc, il y a des vrais enjeux stratégiques à penser la révision de la 26 000, à la fois sur le plan opérationnel, mais oui. aussi sur le plan un peu plus Oui, puis on a politique. aussi le contexte réglementaire de la CSRD, voilà, qui vient un peu effectivement s'articuler aussi avec l'ISO 26000. L'objectif, c'est pas non plus d'opter pour la technique du millefeuille, hein, et d'avoir effectivement un contexte réglementaire qui est déjà extrêmement riche, très complet, avec en plus une norme en parallèle, bon, qui n'est pas certifiable, mais qui risque peut-être sur certains points d'être redondante avec l'évolution de la réglementation. Donc effectivement, c'est vrai que la réflexion et je pense particulièrement intéressante, effectivement, en ce moment. Mm. J'en profite, Delphine, pour peut-être te poser la question. Est-ce que vous avez prévu au sein de FQP des ateliers sur la CSRD l'année prochaine ou est-ce que la réflexion est toujours en cours? Alors, c'est en cours. Nous venons d'être mandatés par le conseil d'administration pour effectivement mettre en place peut-être des opérations collectives qui réuniraient des entreprises qui auraient envie, qui seraient engagées donc dans ce chantier et qui auraient envie d'échanger avec d'autres entreprises. Donc voilà. Donc Oui, si ça vous intéresse, si vous êtes concerné, vous pouvez me mettre un petit mot dans le chat. Du coup, voilà, de façon à ce qu'on puisse reprendre contact avec vous si vous êtes intéressé. Voilà. Et puis et, on et a... je- Ah, vas-y. oui, vas-y, Delphine. J'allais dire, on a une question, mais...
Oui, j'allais juste compléter pour dire effectivement, même si vous n'êtes pas directement concerné par l'application de cette directive CSRD, néanmoins, vous pouvez l'être de façon indirecte parce que certaines de vos parties prenantes qui, elles, seront concernées par cette réglementation vont être amenées à vous titiller et à vous demander des informations qu'elles ne vous demandaient pas aujourd'hui. Donc, voilà, ne restez pas sur le fait de vous dire, ouais, mais cette réglementation concerne les grosses entreprises ou les PME cotées en bourse, moi, ça ne me concerne pas. Indirectement, de plus en plus, on aura des TPE qui vont être concernées là aussi par la fourniture de données qu'elles ne fournissaient pas, on va dire, aujourd'hui. Donc, il y a tout un travail peut-être aussi de réflexion, effectivement, à Mm. mener là aussi vis-à-vis de vos parties prenantes. Tout Oui, à fait. Delphine. Et Oui. donc, Lorraine Lenoir qui nous demande, bonjour, les révisions des normes ISO 9001 et 45001 seraient prévues pour quand et quels seraient les changements attendus? Alors, je vous le disais, en fait, pour l'instant, c'est bien avancé sur la 9001, 14001 qui doivent paraître, bah, je vous l'ai dit, fin 2025. Donc, on se base sur, alors attention, hein, pour l'instant, rien n'est figé sur octobre 2025, puisque les référentiels d'aujourd'hui datent d'octobre 2015. Pour la 45001, c'est beaucoup plus flou. Pour la 14001, ce que je vous disais il y a quelques minutes, hein, les changements sont des changements, on va dire plutôt de forme, mais quand même avec des impacts importants, puisque on prendra beaucoup plus en considération les changements climatiques. J'ouvre une petite parenthèse. Nous avions évoqué, si ma mémoire est bonne, en juin de cette année, l'amendement qui est déjà opérationnel dans la 9001 et dans la 14001 sur justement la prise en compte des changements climatiques. Hein, on a eu un amendement qui est venu s'intégrer au chapitre 4 sur les enjeux et sur les risques et des opportunités. Donc, des référentiels beaucoup plus orientés vers les parties prenantes extérieures. Je dirais qu'on est dans la droite ligne, là aussi, du contexte réglementaire, de la CSRD, de l'ISO 26000. On a une sorte de cohérence globale, hein, si vous regardez bien. Mais la structure des normes restera celle qu'elle est aujourd'hui. Bien évidemment, vous serez informé, même via FQP, on va dire, du calendrier de sortie de ces référentiels. Et je pense que le moment venu, nous organiserons peut-être des séances spécifiques pour vous expliquer les changements, les évolutions qui ont été apportées. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de basculer de l'autre côté de la force sur le sommaire santé, sécurité au travail, avec un certain nombre là aussi de modifications, d'évolutions, dont certaines peuvent être, on va dire, importantes et impactantes pour la majeure partie d'entre vous. Un premier arrêté du 15 mai 2024, alors qui est important puisqu'il vient encadrer toute la démarche de prévention du risque radon. Alors, je vais revenir un peu sur ce risque qui, par expérience, est méconnu par la quasi-totalité d'entre vous. Or, vous allez voir que le risque radon est un risque qui n'est pas un risque exceptionnel, que nous avons une cartographie nationale des territoires concernés et que nous avons des territoires en Bourgogne-Franche-Comté qui sont impactés de façon significative par ce risque et qui donc doivent mettre en place une démarche de prévention spécifique. Le risque radon fait l'objet, pour information, d'un chapitrage, là aussi particulier, dans le Code du travail. Donc, il est important de revenir sur ce type de risque, de voir si votre commune peut être concernée et si oui, de prendre en compte effectivement ces exigences. Alors, j'ouvrirai une parenthèse, hein, moi, j'ai quelques clients, euh, quand même un certain nombre, qui sont concernés effectivement par ce risque et qui ne l'avaient jamais pris en compte, qui ne savaient pas ce qu'était le radon et qui ne savaient pas que leur territoire était concerné. Deuxième point extrêmement
important, puisque là, il va impacter toutes les entreprises. On va revenir en détail sur l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais plus particulièrement en ce qui concerne les accidents ou les maladies professionnelles touchant les intérimaires, puisque vous allez voir que dès 2026, on a un décret qui va venir modifier de façon extrêmement importante les règles de tarification en mettant en place, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous allez le voir, un partage à part égale, 50% de l'ensemble du coût des accidents et des maladies professionnelles contre les intérimaires entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif du législateur, c'est d'impliquer beaucoup plus fortement les entreprises utilisatrices qui auraient beaucoup d'accidents ou des accidents sur les travailleurs intérimaires auxquels elles font appel. Sincèrement, entre nous, moi j'ai toujours été étonnée. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on est un système qui prévoit une imputation quasiment exclusive des accidents du travail qui repose exclusivement sur l'agence de travail temporaire, sauf en cas d'accident grave avec séquelles importantes. Eh bien là, vous allez voir que la donne est complètement changée et qu'effectivement, on a une implication à part identique entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice. Donc un décret extrêmement important, peut-être là aussi à renvoyer auprès de vos RH. Un décret là aussi de la même date, du 5 juillet 2024. Donc vous remarquerez que l'été a été assez prolifique, aussi bien en environnement qu'en santé, sécurité au travail, qui, lui, vient encadrer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, la contre-visite médicale employeur dans le Code du travail. Donc jusqu'à présent, effectivement, vous allez le voir, cette contre-visite médicale n'était pas encadrée réglementairement parlant, elle ne faisait l'objet que d'une jurisprudence, on va dire, assez riche en la matière, mais avec des points qui quelquefois étaient sujets à interprétation. Là, les règles du jeu ont été désormais fixées dans le Code du travail. Un règlement également extrêmement récent, puisqu'il est paru au journal officiel de la Communauté européenne le 20 novembre dernier, un règlement du 23 octobre 2024 qui vient amender, modifier le règlement que vous connaissez tous, le règlement de 2008, le règlement CLP, sur la classification, l'emballage, l'étiquetage des produits chimiques dangereux. Donc là aussi, alors pour l'instant, on n'a pas, on va dire, forcément tous les tenants et les aboutissants, mais on fera un bilan des principales évolutions en sachant que nous aurons certainement l'occasion d'y revenir au cours du prochain webinaire de juin 2025. Un point également sur la nouvelle version de l'outil que beaucoup d'entre vous utilisent d'évaluation des risques chimiques, CIRICH, puisqu'on a une version 4 qui vient d'être mise en ligne. Donc, si vous utilisez cet outil, il est préférable de télécharger cette nouvelle version. Un point également, alors qui n'est pas nouveau, mais sur lequel la CARSAT est venue apporter quelques précisions, les subventions, et moi je vous en apporterai là aussi quelques-unes complémentaires, les subventions du FIPU, le Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle, donc qui vient aider les entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité sur de l'achat de matériel, d'équipement, des études ergonomiques, de la formation, de la sensibilisation pour, on va dire, intervenir sur la réduction de 3 facteurs de risque principaux sur lesquels nous allons revenir. Et puis le dernier point, alors qui fera certainement sourire Madame Laurane Lenoir qui participe actuellement au webinar, parce qu'elle a été la première, mais pas la dernière, à me poser une question il y a quelques semaines sur la consommation éventuelle d'eau adoucie par les salariés. Donc, il m'a semblé important effectivement de revenir sur ce point-là, puisque j'ai 2, 3 entreprises qui m'ont sollicité et effectivement, depuis quelque temps, certains d'entre vous mettent en place des adoucisseurs d'eau et comme depuis 2020, on vous interdit la mise à disposition à titre gratuit de bouteilles en plastique, eh bien, quelquefois, effectivement, vos salariés consomment de l'eau du réseau potable, mais passant par un adoucisseur. Donc, est-ce que effectivement, vous avez le droit ou pas de fournir et de faire consommer à vos salariés cette eau adoucie?
Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. Premier point. Alors, un point effectivement extrêmement important. Alors peut-être qu'il faudra faire une vérification pour certains d'entre vous, tout simplement pour savoir si vous êtes concernés ou non, puisque certains territoires de la Bourgogne-Franche-Comté le sont. C'est un arrêté du 15 mai 2024 qui est important parce qu'il vient vraiment encadrer de façon générale la démarche de prévention du risque radon et qui vient préciser les vérifications périodiques qui y sont associées, bien évidemment, si vous êtes concerné par ce risque. Je le disais il y a quelques minutes, je le précise encore, ce risque radon qui est un risque euh, particulier, qui fait partie de la famille des rayonnements ionisants, fait l'objet d'un chapitrage spécifique dans le Code du travail, dans le livre 4 du Code du travail. Alors, un petit rappel, parce que par expérience, il faut l'avouer, ce n'est pas le risque, on va dire, le plus connu de la majeure partie d'entre vous. On vous dit, le radon, en fait, effectivement, c'est un gaz radioactif. Donc là, on est bien sur la famille des rayonnements ionisants. Donc c'est un gaz radioactif naturel qui est présent sur certains territoires en France. On vous précise quand même qu'il est responsable de la seconde cause de mortalité par cancer du poumon après le tabac. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, je trouve, d'informations et de communication qui est faite en la matière. Sa concentration dans certains bâtiments présente donc un risque pour la santé. Donc vous allez le voir, c'est surtout, alors quand vous êtes sur un territoire où le risque radon est présent, et surtout si vous avez des salariés qui travaillent, alors soit dans des sous-sols, des galeries ou dans des milieux clos, que le risque est présent. Puisqu'on vous dit effectivement, vous allez le voir, si vous êtes concerné, l'objectif, c'est d'essayer de prévoir autant que possible une aération et une ventilation effective de vos locaux. On vous dit il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans le sol et les roches. On vous rappelle également, comme il s'agit d'un risque que l'on peut retrouver là aussi à caractère professionnel, puisque les salariés vont pouvoir y être exposés, même si au départ, ce n'est pas l'entreprise, bien évidemment, qui est responsable de la présence de ce radon. On vous dit le radon est classé cancérigène depuis 1987 et il a une valeur limite d'exposition professionnelle qui est fixée dans le Code du travail, qui est de 300 becquerels par mètre cube. Alors, juste pour votre information, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur le site de l'INRS aussi. Vous avez des petits documents assez sympathiques en la matière, mais entre autres, vous l'aurez compris, on vous dit, vous allez voir une cartographie nationale, mais ce sont surtout des territoires où nous avions d'anciennes mines enterrées, où nous avions entre autres beaucoup de cavités souterraines, des territoires, on va dire, volcaniques, où effectivement on a le plus de risques d'avoir ce radon qui remonte entre guillemets des roches et qui vient, on va dire, impacter l'atmosphère dans lequel se trouvent les salariés. Alors, si vous voulez savoir si votre territoire et votre commune est concerné par ce risque, vous irez sur le site de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Vous allez y retrouver une cartographie nationale, mais vous avez également, comme sur le site de Géorisque, alors j'ouvre une parenthèse également, allez voir par rapport à l'adresse de votre entreprise le site Géorisque, puisque le radon fait là aussi partie des risques qui sont identifiés, des risques naturels identifiés. Alors, si vous regardez de façon assez générale le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, entre autres, j'ouvre une parenthèse, vous avez par exemple Mont-Soleil-Mines, le Creusot, d'anciens territoires miniers, Gueugnon, vous avez Avallon, Arnel-Duc, Autun, une partie du Morvan, vous avez Digoin qui sont concernés de façon significative par le risque radon. Cette cartographie, et vous le voyez, met en évidence, on va dire, un code couleur à 3 niveaux. Blanc quand le risque est inexistant ou faible. Moyen, alors faible, je crois que c'est 1 sur 3. Moyen, 2 sur 3. Et quand le risque est élevé, c'est là où on va vous demander des mesures, un plan d'action et des mesures de prévention. Là, vous êtes sur une échelle de 3 sur 3. Donc, vous pouvez très facilement savoir par rapport à votre localisation si vous êtes concerné ou pas par ce risque. Juste pour vous rappeler les obligations qu'ont les entreprises, obligations présentes dans le Code du travail et
renforcée par cet arrêté de mai 2024. On vous dit, alors j'ai fait exprès de vous rappeler aussi certains articles du Code du travail, si vous souhaitez vous y référer, bah, on vous dit, comme toute démarche d'évaluation d'un certain nombre d'autres risques, vous l'imaginez bien, là, si vous êtes dans une commune où le risque est classé à 2 ou à 3 sur 3, vous allez devoir faire un mesurage de la concentration d'activité du radon dans l'air présent sur le lieu de travail. Ce mesurage se fait par un organisme accrédité et puis les résultats de ce mesurage vont être comparés par rapport au niveau de référence annuel, à la valeur limite annuelle d'exposition professionnelle, qui est de 300 becquerels par mètre cube. On vous dit, si la concentration effectivement dépasse ces 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, là, l'employeur doit s'engager dans un plan d'action et en assurer bien évidemment l'effectivité et la traçabilité. On vous dit, il doit engager, si possible, des mesures de réduction de l'exposition qui passeront généralement par une amélioration de l'étanchéité des bâtiments concernés et surtout par un renouvellement d'air des locaux. Moi, j'ai aussi certaines entreprises à qui on a demandé de mettre en permanence un détecteur, entre guillemets, de la présence de radon dans certains milieux confinés. On vous dit que ce plan d'action doit être assuré dans un délai maximum de 3 ans. Et puis, vous avez également dans le Code du travail une autre valeur limite. Alors, je n'ai pas d'entreprises qui sont concernées. Je pense qu'il doit y en avoir peu. Alors, peut-être sur des territoires tels que la Bretagne, où les niveaux naturels sont un peu plus élevés. Vous avez le seuil de 1000 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle, où là, aussi, l'employeur doit s'engager dans un programme de réduction du radon, mais cette fois-ci dans un maximum de 12 mois pour justifier de l'abaissement des niveaux. On vous dit, alors là aussi, tout est encadré dans cet arrêté du 15 mai 2024. En cas d'impossibilité de mettre en œuvre des mesures de réduction pour rester en dessous du niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube, à ce moment-là, l'employeur a l'obligation de mettre en place et d'afficher une zone radon à signalétique spécifique avec des mesures renforcées, entre autres du suivi médical des salariés. Donc, c'est vraiment un risque qui fait vraiment l'objet d'une réglementation maintenant qui est très encadrée dans le Code du travail et via cet arrêté. Euh, Ça me semble peut-être intéressant par rapport aux gens qui participent actuellement au webinar de savoir si certains d'entre vous, si vous êtes concernés de façon significative par ce type de risque et si vous saviez jusqu'à présent si votre entreprise fait partie d'un territoire où le risque a été identifié. Est-ce que vous connaissez ce risque ou non? Alors, est-ce qu'on a des réactions dans le chat? Parce que sincèrement, moi, quand je fais des audits, quand j'interviens sur de nouvelles entreprises, quand je fais un diagnostic, tout simplement santé-sécurité au travail, c'est un risque qui est mais extrêmement mal connu. Parce que là aussi, on en parle très très peu, il faut l'avouer. Bien, bah, je pense que c'est une découverte. Ah oui, ah oui. Et Il y a- j'insiste à aller voir la cartographie parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a quand même pas mal de territoires concernés. Alors non, la tendance se renverse. Ah, Le temps que les réponses arrivent, on a à peu près autant de non que de oui. oui, Voilà. d'accord. Ah, mais c'est déjà pas mal, effectivement, si certains d'entre vous ont déjà, voilà, se sont posé la question et ont eu connaissance, effectivement, de ce risque. Oui, il y a des gens qui sont Très concernés bien. sur des sites. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, il serait peut-être intéressant, alors je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer en la matière, est-ce qu'il y a éventuellement une entreprise qui serait concernée par la mise en place d'un plan de prévention du risque radon? Ou est-ce que vous avez fait des mesures, vous êtes en dessous des 300 becquerels par mètre cube et donc du coup, votre évaluation s'arrête là? Alors, je ne sais pas si Vous quelqu'un pouvez veut prendre peut-être la ouvrir parole, votre mais en tout micro si vous cas, souhaitez prendre la parole. oui, il y a des gens qui sont en rédaction de procédures, voilà, en Ah, interne. d'accord, Donc, si d'accord. quelqu'un souhaite prendre la parole, n'hésitez pas à partager. Et donc, je suppose que ça doit être une entreprise qui se trouve en Bourgogne-Franche-Comté. Je suppose. Donc, vous voyez, ce n'est pas un risque, on va dire,
qui est inexistant ou présent uniquement sur un territoire. Les gens ont souvent en tête la Bretagne, zone de la Bretagne, mais effectivement, nous, par rapport à notre histoire et entre autres par rapport au- à la situation géologique de la Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, c'est un risque qui est bien présent. Donc, allez consulter cet arrêté, effectivement, hein, si vous êtes concerné. Pas d'autres questions? Pas Non? d'autres questions, pas d'autres On commentaires, continue a en priori. douceur. Oui, il y a une entreprise qui Oui, dit qu'elle est concernée sur environ 70 sites différents, donc c'est quand mon même Dieu. Ah assez, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Donc, ce assez qui veut dire que important. là, effectivement, c'est même la mise en place d'une démarche globale de prévention de ce risque. Oui, oui. Voilà. Mais c'est intéressant parce que Mm. les gens qui connaissent aussi ce risque, souvent, ne l'associent pas forcément au rayonnement ionisant. Souvent, ils l'associent au rayonnement, mais au rayonnement dit non ionisant. Donc, on a souvent des erreurs d'interprétation sur cette famille de risques. Mhm. Alors, un décret qui, cette fois-ci, là, va concerner l'intégralité des entreprises présentes actuellement, hein, puisque c'est un décret du 5 juillet 2024, alors qui vient, allez, on peut le dire, un peu révolutionner l'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui concerne les travailleurs intérimaires. Alors, on va reprendre un petit peu le fonctionnement du système actuel et puis, on va voir, via ce décret, quel sera le fonctionnement à venir. Ben, j'ai envie de vous dire, c'est relativement simple. Le fonctionnement du système actuel est le suivant. Le système actuel fait peser l'indemnisation des coûts des accidents du travail des intérimaires quasiment exclusivement sur les entreprises de travail temporaire. Pourquoi? Puisqu'on vous dit effectivement sur la diapositive que lorsque vous avez un intérimaire, chez vous par exemple, l'entreprise utilisatrice, qui est victime, alors plus généralement d'un accident du travail, mais d'un accident du travail hors séquelles. Donc un intérimaire qui est par exemple victime d'un accident du travail avec un arrêt de travail et des indemnités temporaires, par exemple. Ou éventuellement un intérimaire victime d'un accident du travail un peu plus grave, avec séquelles permanentes. Donc, je vous rappelle que les séquelles permanentes, hein, c'est le taux d'IPP, d'incapacité partielle permanente, qui sera fixé par le médecin conseil de la Sécu. Mais si votre intérimaire a un taux de séquelles inférieur à 10%, donc inférieur à 10%, il peut prétendre non pas au versement d'une pension ou d'une rente d'indemnisation, mais d'un capital forfaitaire. Là, on vous dit actuellement, alors ce qui moi m'a toujours étonné, hein, 100% des coûts sont attribuables à l'entreprise de travail temporaire. Donc, vous, on ne vous retire rien sur votre taux de cotisation en tant qu'entreprise utilisatrice. Aujourd'hui, c'est uniquement en cas d'accident grave, si votre intérimaire fait l'objet de séquelles supérieures ou égales à 10%, pour lesquelles il aura le versement d'une rente, appelée également une pension, que là, on a une répartition des coûts à hauteur de 2 tiers, un tiers. Un tiers des coûts seront imputés au compte employeur de l'entreprise utilisatrice dans laquelle l'intérimaire se trouvait au moment de l'accident et les 2 tiers seront imputés à l'entreprise de travail temporaire. Via ce décret du 5 juillet 2024, alors il est peut-être bon de rappeler, j'aurais dû le faire au début de la présentation, qu'encore aujourd'hui, les intérimaires dans tous les secteurs d'activité ont généralement le double d'accidents du travail que les salariés, on va dire, que les salariés sédentaires, hein. Donc effectivement, on met encore aujourd'hui en évidence beaucoup de carences en ce qui concerne l'accueil des intérimaires, en ce qui concerne la période de tutorat, d'accompagnement, la formation renforcée, ce qui justifie aussi malheureusement que cette population est une population particulièrement à risque. Et donc, dans le système à venir à compter de 2026, puisque ce système va se mettre en place progressivement, eh bien là, ça va être encore plus simple, puisqu'on vous dit il y aura un partage à part égale, 50% pour l'entreprise utilisatrice, 50% pour l'entreprise de travail temporaire, du coût de l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles, que l'on soit sur des incapacités temporaires ou que l'on soit sur des incapacités permanentes. Donc, une répartition égalitaire entre entreprises utilisatrices et agences intérimaires. Vous le savez certainement,
la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles se fait sur une période triennale. Donc, votre taux de cotisation, par exemple, 2024, a été calculé à partir des accidents et des maladies s'étant produits sur la période 2022, 2021 et 2020. Donc, on vous dit, eh bien, les modifications de ce décret rentreront en application progressive à compter de 2026, c'est-à-dire pour la période d'accidentologie de 2025, de 2024 et de 2023, en sachant que pour 2025, on aura l'application effectivement de ce partage à part égale 50% des coûts entre entreprises utilisatrices, entreprises de travail temporaire. Mais, et c'est pour ça que le système s'applique sur 3 ans progressivement, pour les années 2024 et 2023, 2024 2023, oui, là, on sera encore pour ces 2 années sur une répartition des coûts 2 tiers, 1 tiers ou 100% attribuable à l'entreprise de travail temporaire. Donc, les deux systèmes, entre guillemets, cohabiteront pour une application complète, effective, à compter des taux de 2028. Alors, juste pour information, ça peut paraître étrange, mais ce décret est inclus dans le Code du travail. Il vient en fait encadrer un vide juridique que l'on avait en fait jusque-là, puisque cette répartition des coûts était jusqu'à présent un peu comblée par la jurisprudence. Mais les règles du jeu n'étaient pas clairement fixées par le Code du travail. C'est le cas aujourd'hui via ce décret. Donc c'est vraiment un décret, j'ai envie de vous dire, attention, hein, si vous êtes sur des sites où vous avez une accidentologie forte sur vos travailleurs intérimaires, en plus, si vous êtes sous le coup d'une tarification individuelle, là, dans quelques années, votre taux de cotisation risque de s'en ressentir, puisque l'objectif, bien évidemment, là aussi, c'est de sécuriser cette population comme vous le faites pour vos travailleurs sédentaires. Est-ce que vous avez des Question. questions? Oui, moi Oui. j'imagine bien. Mm. En cas de litige, par exemple, je peux facilement supposer que l'existence du plan de prévention prend une dimension très particulière, autrement dit très importante. Alors, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Est-ce que, en cas de litige, Oui. est-ce que l'existence du plan de prévention prend une dimension très particulière, très importante? Plan de prévention. Alors, est-ce que vous faites référence au PAC, puisque le plan de Sans doute, prévention, pour oui. moi, il fait référence aux entreprises utilisatrices et pas aux travailleurs intérimaires. Par contre, ça me fait penser à un élément important, d'où l'importance le plus en amont possible de bien encadrer la relation tripartite agence de travail temporaire, travailleurs intérimaires, entreprises utilisatrices. D'où l'importance le plus en amont possible de bien remplir la fameuse fiche de liaison. D'où l'importance le plus en amont possible de bien informer l'agence de travail intérimaire si ce travailleur intérimaire va être positionné sur un poste à risque spécifique. Mm. D'où l'importance le plus en amont possible, si votre travailleur intérimaire est positionné sur un poste à risque spécifique, de prévoir une formation dite renforcée. Et la question est intéressante parce qu'effectivement, je pense, et l'avenir le prouvera, que nous aurons beaucoup de cas, effectivement, quelquefois un peu litigieux entre entreprises utilisatrices et entreprises de travail temporaire, mais par défaut, je rappelle quand même que c'est l'entreprise utilisatrice qui doit pourvoir à la sécurité du travailleur intérimaire. Donc, on regardera par défaut si l'entreprise utilisatrice a bien rempli les obligations vis-à-vis du travailleur intérimaire avant d'aller auprès de l'entreprise de travail temporaire. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, je constate que tout ce travail en amont, avant l'arrivée du travailleur intérimaire, n'est pas toujours bien encadré. Si ce travail n'est pas bien encadré, je dirais que c'est à l'avantage de l'agence de travail temporaire. Donc, ce qui veut dire que là aussi, il faut peut-être, comment vais-je dire, remonter l'information auprès de vos services RH, peut-être faire une sorte d'état des lieux de diagnostic pour voir aujourd'hui quelles sont vos façons de faire quand vous accueillez un travailleur intérimaire, de regarder aussi les contrats qui sont établis entre l'agence intérimaire et vous-même. Oui. Tous ces éléments-là, bien évidemment, pèseront dans la balance en cas d'accident du travail.
Ok, donc du coup, réaction dans le chat, donc a priori tu réponds bien à la question, c'est en cas de risque spécifique et de travaux dangereux. Et oui, alors Oui. j'insiste, hein, le code du travail, comment vais-je vous dire? C'est terrible ce que je vais vous dire, mais le code du travail n'accorde pas le même statut à un travailleur permanent qu'à un travailleur en contrat de travail temporaire. En fait, le code du travail vous dit vous avez le droit de positionner un contrat de travail temporaire. Alors, je dis contrat de travail temporaire parce qu'on pense aux intérimaires, mais le contrat de travail temporaire, c'est aussi la personne qui est en CDD, la personne qui est en alternance ou en stage. Le Code du travail vous dit, vous pouvez positionner un contrat de travail temporaire sur un poste que vous, en interne, vous avez considéré être à risque particulier. À risque particulier, parce que votre salarié est exposé à des risques particuliers qui sont définis dans le Code du travail. Donc, par exemple, l'amiante, le plomb, tous les postes qui nécessitent des autorisations, des habilitations spécifiques. Mais je vous rappelle que dans cette liste des postes à risque particulier, vous avez la responsabilité en tant qu'entreprise utilisatrice d'y ajouter des postes, par exemple, accidentogènes, des postes sur lesquels vous estimez, par exemple, que le salarié va être en contact avec un produit chimique dangereux particulier ou avec une machine particulière. Et si vous positionnez ce contrat de travail temporaire sur un poste faisant l'objet de cette liste, qui, je vous le rappelle, doit être remise à jour annuellement et soumise pour avis à votre CSE si vous en avez un et au médecin du travail, là, la formation, elle doit être renforcée. Et ça, c'est bien stipulé dans le Code du travail. Alors, j'ouvre quand même une petite parenthèse qui peut être intéressante. Parce que vous l'aurez compris, cette liste, elle doit être établie, elle doit être remise à jour, elle doit être soumise pour avis. Donc, quelquefois, c'est un petit peu lourd à gérer. Moi, j'ai des entreprises qui ont pris les choses à l'inverse et qui ont dit, mais il faut l'écrire, l'acter et être bon en matière de formation. Ces entreprises ont dit, bien voilà, chez nous, nous ne faisons pas la différence entre un contrat de travail temporaire, un contrat de travail permanent. Nous ne faisons pas la différence entre un poste de travail standard et un poste de travail à risque spécifique. Chez nous, nouvel arrivant fait l'objet d'une formation renforcée en matière de santé et de sécurité au travail. Mais bien évidemment, là, il faut le prouver. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être très, très bon en matière de formation. Alors là aussi, je vais peut-être anticiper une question qui revient assez régulièrement, et c'est toute la difficulté entre la réglementation et sa mise en œuvre opérationnelle. Moi, combien de fois j'ai des entreprises qui me disent, mais Madame Herbignot, quand mon intérimaire arrive en équipe du matin à 5 heures et qu'il va bénéficier de son accueil par l'animateur sécurité à 8h30 du matin, que se passe-t-il si mon intérimaire a un accident entre les 5 heures et les 8h30? Eh bien là, je dis que vous n'avez plus qu'à allumer un cierge ou à croiser les doigts pour qu'il n'ait pas d'accident grave, puisque là, la réglementation et la sécurité sociale n'a aucune indulgence en la matière. Toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer d'un point de vue, et que moi je comprends, hein, d'un point de vue opérationnel, ne pourront pas être mises en avant, puisque là, on va vous dire, vous auriez dû, dans votre mode de fonctionnement, anticiper l'arrivée du travailleur temporaire et peut-être le former la veille de son arrivée à 5 heures du matin. Donc, je suis volontairement brutale, mais j'ai envie de vous dire, là, c'est débrouillez-vous, hein. Mais j'insiste, hein, sur la qualité des formations et pas uniquement l'accueil standard, parce que j'ai encore beaucoup d'entreprises qui font un accueil de qualité, mais ça reste un accueil. La formation au poste par rapport aux risques spécifiques est pas toujours bien dispensée. Ou alors, les enregistrements ne sont pas toujours présents, ce qui est bien dommage. Valérie, est-ce que tu peux nous dire aussi ce qui se passe pour les sous-traitants qui vont utiliser des intérimaires sur Ah, le site de l'entreprise? alors, c'est extrêmement. Et oui, 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 effectivement, je ne l'ai pas précisé. Ce décret, alors ça peut paraître étrange là aussi, ce décret n'est valable que pour les travailleurs intérimaires. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, appel dans le cadre du plan de prévention à une entreprise extérieure, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui sera toujours le cas dans l'avenir, hein, et qu'un salarié de cette entreprise extérieure a un accident plus ou moins grave, là, on ne vous impute pas
le coût de l'accident de ce prestataire extérieur. Donc, c'est 100% des coûts à la charge du prestataire extérieur. Si ce prestataire extérieur sous-traite, c'est la même chose. C'est 100% pour le sous-traitant. Là, nous sommes bien dans le cadre des intérimaires. Ok. Et si on complique encore un petit peu, on se dit Ouf, que oui, on a un sous-traitant qui est sur le site, mais oui. qui travaille avec des intérimaires que nous, on a embauchés. Bah, J'imagine tout que dépend du là, contrat qui a oui, été établi. d'accord. Tout dépend avec qui l'agence de travail temporaire a contractualisé. Ok, Mm. Parce d'accord. qu'effectivement, vous pouvez contractualiser avec l'agence de travail temporaire, avoir l'intérimaire sur site qui sera encadré, entre guillemets, éventuellement, par un prestataire extérieur qui est présent en délégation permanente sur site. On a tous les modes de fonctionnement possibles et imaginables, mais là, on va se référer effectivement à l'aspect contractuel. Et c'est pour ça que j'insiste, hein, parce que l'aspect contractuel, qui est le début de la relation tripartite entre l'intérimaire, l'agence et vous, elle est extrêmement importante, et elle nécessite une collaboration très étroite entre ressources humaines et services santé, sécurité au travail, enfin QSE ou HSE au sein de l'entreprise. Et on a des règles d'encadrement qui sont particulières pour les intérimaires. C'est vrai que l'intérimaire, il n'a pas le même statut dans le Code du travail parce que le Code du travail considère que c'est une population plus à risque que les autres. Enfin, je dis intérimaire, contrat de travail temporaire, j'insiste. Mm. Mais il sera peut-être intéressant, si vous le souhaitez l'année prochaine, on l'avait fait il y a quelques années, de faire peut-être un petit webinaire d'1 heure consacré aux obligations que vous pouvez avoir en matière de formation sur les différents types de populations et les enregistrements éventuellement qui y sont associés. Si ça vous, éventuellement, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas peut-être à le manifester dans le chat et nous, on le mettra peut-être dans la feuille de route 2025 si ça vous intéresse. Oui, je le Parce note du il y a coup. beaucoup à dire. Ok. Mm, Donc, a priori, oui, il y a de l'intérêt. Donc, je je le note comprends. peut-être l'évolution des normes ISO dont tu as parlé tout à Oui, l'heure pour 2025. Ok. très bien. Eh ben, c'est bien, Delphine, on a déjà une feuille de route qui commence à se remplir. Ça va, ça va. Mm. Autre décret, alors là aussi, alors je ne sais pas ce qui s'est passé le 5 juillet 2024, ils étaient très prolifiques, mais un décret effectivement de juillet 2024 qui là aussi hein, est important. Parce que, alors ça peut paraître étrange, mais encore une fois, la contre-visite patronale, donc employeur, n'était pas incluse au Code du travail, elle était un peu encadrée par la jurisprudence. Et désormais, ce décret, alors ça c'est plutôt une bonne chose, vient eh ben, du coup encadrer les modalités et les conditions de réalisation de cette contre-visite médicale employeur. Alors juste peut-être un petit rappel de ce qu'est la contre-visite médicale employeur. Alors, effectivement, hein, votre salarié, quand il est en arrêt, il peut être contrôlé soit par la sécurité sociale, donc qui va venir effectivement vérifier la légitimité de l'arrêt, mais vous pouvez également, si vous avez un doute effectivement quant à cette réalité, vous, en tant qu'employeur, à titre personnel également, contrôler le salarié. C'est ce que l'on appelle la contre-visite médicale employeur. Donc, on vous dit effectivement, l'objectif, c'est de vérifier la réalité de l'arrêt bah, pour justifier du montant des indemnités complémentaires que vous versez à votre salarié. Toutes les dispositions, et ça c'est plutôt une bonne chose, sont désormais incluses au Code du travail. Donc, on vous dit, ce décret, eh ben, tout simplement, va venir identifier et encadrer les obligations de chacune des parties prenantes. Et quand on dit chacune des parties prenantes, employeur, médecin mandaté par l'employeur pour aller contrôler le salarié, mais aussi le salarié. Pour le salarié, on vous dit celui-ci devra communiquer à son employeur au début de l'arrêt de travail et à l'occasion d'un changement son lieu de repos si celui-ci est différent de son domicile, hein. Par exemple, si le salarié habite seul, s'il a besoin on va dire, d'un soutien au quotidien et qu'il va habiter, je ne sais pas moi, chez ses parents, sa sœur, etc., il est dans l'obligation de vous informer de son changement d'adresse. On vous dit, alors ça c'est important, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ce décret vient vous indiquer que, et c'est souvent le cas aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins qui indiquent sur les arrêts de travail la mention sortie libre. Et donc, du coup, alors, je suis, alors, excusez-moi, chasser le naturel, il revient au galop, hein, c'est un peu ma casquette patronale qui prend le dessus, mais souvent, vous avez des salariés qui pensent que sortie libre, c'est je fais ce que je veux à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, pas du tout. On vous dit, et encore moins aujourd'hui, puisqu'on vous dit pour les arrêts de travail portant la mention sortie libre, le salarié devra également, le plus tôt possible, à partir du moment où il a son arrêt de travail, communiquer à l'employeur les horaires auxquels la contre-visite médicale patronale pourra s'effectuer. Pour le médecin mandaté, alors c'est vous, comment se passe une contre-visite patronale? En fait, c'est vous, employeur ou représentant de l'employeur, qui allez solliciter des organismes privés. Alors, on a de gros organismes hein, que l'on sollicite par Internet, par exemple, hein, et ce sont ces médecins mandatés par vous-même, bien évidemment pas le médecin du salarié, qui viendra contrôler le salarié à son domicile. Au terme de sa mission, il devra bien évidemment informer l'employeur du caractère justifié ou non de l'arrêt de travail. Et petite précision, le décret vient acter qu'il devra là aussi transmettre son rapport à la Sécu. Alors c'est intéressant parce que vous l'imaginez bien, si entre autres l'arrêt de travail est considéré comme étant injustifié par le médecin mandaté, quand la sécurité sociale va réceptionner le rapport, généralement, ça déclenchera là aussi une deuxième visite, mais cette fois-ci de la sécurité sociale. S'il s'avère que la Sécu, effectivement, valide le fait que l'arrêt est injustifié, bah, vous l'aurez compris, le salarié n'aura plus le versement des indemnités journalières de la Sécu, n'aura plus le versement des indemnités complémentaires de l'employeur, bref, il n'aura plus aucune rémunération, ce qui généralement le fera revenir dans l'entreprise. On vous dit également le médecin devra également, ah oui, prévenir si la contre-visite s'est révélée impossible pour un motif imputable au salarié, soit parce que le salarié a refusé de se présenter à la convocation si la visite se fait au cabinet médical du médecin, soit parce que le salarié était absent lors de la visite à son domicile, ou alors parce que la question m'est quelquefois posée par les salariés, si le salarié décide de ne pas ouvrir au médecin mandaté. Moi, j'ai quelquefois des salariés qui me disent, oui, bah, moi, si le médecin se présente à mon domicile, je ne lui ouvre pas la porte. Bah, c'est très simple, votre contrôle aboutira à la conclusion que l'arrêt est injustifié. On vous dit, du côté employeur, l'employeur devra aussi transmettre sans délai le résultat de la contre-visite et les informations du médecin aux salariés. En ce qui concerne le déroulement de la contre-visite médicale, alors, elle peut se faire à tout moment de l'arrêt de travail. C'est vous qui choisissez le médecin qui sera mandaté. Et cette visite, elle peut se faire soit au domicile du salarié ou au lieu qui vous aura été communiqué par lui, sans qu'aucun, bien évidemment, délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le dit salarié. Ou alors, cette contre-visite aura lieu au cabinet du médecin sur convocation par celui-ci. On vous dit si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui peut arriver, hein, notamment en raison de son état de santé, bien évidemment, il en informera le médecin en précisant les raisons de cette impossibilité. Les conséquences de la contre-visite, on l'a dit, si il s'avère que l'arrêt est injustifié, vous êtes dans l'obligation de suspendre le versement du complément d'indemnisation. Si par contre l'arrêt est bien jugé comme étant justifié, eh bien cela n'aura aucune conséquence sur le salarié. Alors, j'ai quand même souhaité mettre en avant, entre autres, un point important. Bon, le premier, on l'a dit, effectivement, vous pouvez demander cette contre-visite à tout moment de l'arrêt de travail. Mais attention quand même aux abus. Parce que moi, j'ai des entreprises qui, par exemple, dans leur réflexion, m'ont dit, eh bien, nous, pour éviter que le salarié se sente éventuellement stigmatisé par une contre-visite médicale, on va être très, très clair, on va donner l'information générale que tout salarié qui, par exemple, sera arrêté au-delà de 15 jours, de 3 semaines sur le site, alors quelle qu'en soit la raison, fera l'objet d'une contre-visite médicale. Donc, on va dire une contre-visite médicale qui pourrait être généralisée. Alors, attention quand même, parce que cette contre-visite, c'est un outil, mais qui doit être utilisé avec précaution.
On vous dit également, on commence à avoir des cas où il y a eu ce que l'on appelle des abus. Et on vous dit, alors des abus, hein, quand on a plusieurs contre-visites, entre autres sur le même salarié, sur des arrêts différents, mais sur une période de temps restreinte. Et on vous dit attention parce que ces abus peuvent éventuellement être considérés comme du harcèlement moral. Donc on vous dit effectivement, cette contre-visite médicale est un outil à votre disposition et il est important. Mais cependant, son utilisation doit être raisonnée, raisonnable et vous devez utiliser cet outil toujours dans le respect des droits des salariés. Donc, il faut vraiment le faire, on va dire, au bon moment et quand c'est jugé nécessaire. Mais c'est quand même un outil RH important à votre disposition. Est-ce que vous avez quelques questions en la matière? Donc, vous voyez, dans les évolutions, on a quand même des évolutions impactant beaucoup les services RH aussi, hein. Donc, n'hésitez pas à faire remonter l'information ou le support de présentation pour ce qui les concerne. Alors, a priori, pas de questions dans le chat. Peut-être, est-ce que tu sais apporter juste une précision sur le caractère raisonnable et raisonné Oh, ou... bah non, Oui, bah, vous l'imaginez d'accord. bien, hein, non, chaque cas est particulier. D'accord. Alors, quand on dit raisonnable et raisonné, je vous prends un exemple, alors un petit peu grossier, mais je ne sais pas moi, votre salarié s'est arrêté trois ou quatre fois au cours, alors, que vais-je vous dire, trois ou quatre fois au cours des 2 derniers mois et à chacun des arrêts, vous avez engagé une contre-visite médicale en sachant, donc vous avez fait 3 contre-visites médicales en sachant que les deux premières euh, étaient justifiées, l'arrêt était justifié, pardon, donc la contre-visite médicale était plutôt à l'avantage du salarié et non pas de l'employeur, bah là, on va vous dire c'est un abus parce que le salarié a été contrôlé 2 fois, son arrêt a été justifié. S'il se remet en arrêt 1 mois plus tard, là, c'est peut-être pas le moment pour refaire une contre-visite patronale. Mais après, je dirais que, moi je dis toujours, hein, la réglementation ne doit pas vous faire perdre votre logique et votre bon sens. Donc la réglementation ne peut pas non plus répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir, puisque chaque cas est spécifique. C'est aussi l'intérêt du droit. C'est qu'on navigue allègrement et en permanence entre le blanc, le noir et toutes les teintes de gris possibles et imaginables. Très bien, merci beaucoup Valérie. Un règlement important, alors dont nous aurons peut-être certainement l'occasion de reparler un petit peu plus en détail, certainement en juin 2025, parce que sincèrement, j'ai envie de vous dire que là, la peinture est à peine sèche, hein, il est paru au journal officiel de l'Union européenne, je crois, le 20 novembre dernier. C'est un règlement du 23 octobre 2024 qui vient modifier le texte d'origine du règlement CLP. Donc, qui vient encadrer la classification, l'étiquetage, l'emballage des substances et des produits chimiques dangereux et qui vient également modifier les annexes du règlement CLP. Alors, je vous ai mis, on va dire, sur le diaporama vraiment les points pour l'instant principaux, en sachant que là, on n'a pas encore, on va dire, toutes les informations à caractère opérationnel qui peuvent vous concerner. Par contre, vous allez le voir, vous avez un site de l'INERIS sur lequel on a quand même des informations que vous pouvez aller récupérer. Néanmoins, on vous dit dans ces modifications, on y intègre des règles sur l'évaluation et la classification des substances dites complexes, à savoir contenant plus d'un composant. On vous dit également, on a des mises à jour et des modifications du tableau sur le dimensionnement des étiquettes. Alors là aussi, ne me posez pas de questions sur la taille des étiquettes, hein. Là, je serai incapable de vous répondre. Il faut aller voir le contenu du règlement. On vous dit également mise à jour de dispositions. Alors là, moi, ça ne me parle pas de façon particulière, mais concernant, pardon, les limites de concentration, les facteurs M, je crois que ce sont les facteurs d'évaluation, les facteurs M et estimation de la toxicité aiguë pour la classification des substances et des mélanges. Et puis, on a de nouvelles compétences qui sont attribuées à la Commission européenne.
On vous dit ce nouveau règlement modificateur du règlement CLP est entré en vigueur le 10 décembre 2024. Le 10 décembre, nous sommes le 10 décembre, le 10 ou le 11? Nous sommes le 10. Nous sommes le 10, et ben vous pourrez, voilà, vous pourrez fêter l'entrée en vigueur de ce règlement. Alors par contre, voyez, c'est ce qu'on vous dit toutefois, et c'est normal, hein, de multiples dispositions transitoires sont prévues d'ici 2025, même 2026, 2027, afin de laisser le temps aux fournisseurs, aux fabricants de substances et de produits chimiques de s'adapter aux nouvelles dispositions. Un petit rappel également. Vous avez effectivement ce règlement qui vient modifier le règlement CLP. Et l'an dernier, vous aviez un autre règlement d'avril 2023 qui est venu rajouter au règlement CLP 3 nouvelles classes de danger, entre autres pour les perturbateurs endocriniens, les PE, entre autres pour les substances PBT, les substances persistantes bioaccumulables et toxiques, et entre autres pour les PMT, les persistants, mobiles et toxiques, et les très persistants, mobiles et très toxiques, pour lesquels aujourd'hui, alors si je ne m'abuse, on n'a pas encore l'étiquetage, les pictogrammes précisément, mais par contre, on a les codes correspondant, les mentions de danger que vous retrouvez dans ce règlement du 20 avril 2023. Toujours dans ce règlement du 20 avril 2023, si cela peut concerner certains d'entre vous, mais il faut l'avouer, hein, vous l'aurez compris, ce sont plutôt des textes à l'attention des fournisseurs et des fabricants de substances et de produits chimiques. On a des périodes de transition qui ont été indiquées, qui sont différentes comme d'habitude pour les substances et les mélanges. Donc, vous remarquerez que pour les substances, si on y inclut une période transitoire de 18 mois, on a une mise en application effective des nouvelles classifications et des règles d'étiquetage au plus tard pour le 1er novembre 2026 et pour les mélanges au plus tard au 1er mai 2028. Mais allez voir sur le site de l'INERIS, puisque vous avez pas mal d'informations, entre autres sur le règlement du 20 avril 2023, assez concrètes. Toujours en matière d'évaluation du risque chimique, vous avez la nouvelle version de l'outil CERICH, la version 4 qui a été mise à disposition en ligne. Alors, je vous rappellerai quand même hein, que vous n'êtes pas du tout dans l'obligation d'utiliser cet outil pour faire votre évaluation du risque chimique. Néanmoins, c'est un outil qui a été créé et mis en place il y a quelques années et qui résulte du consensus entre l'INRS, la Direction générale du travail, les services de prévention des CARSAT, les organisations professionnelles du BTP. Bref, c'est quand même un outil, on va dire, qui est référencé. Mais j'insiste, vous pouvez utiliser un autre outil que CERICH. Vous avez également, alors souvent vous ne le connaissez pas, un guide, une brochure qui est l'ED 6485, un guide d'utilisation de l'outil. Donc si vous êtes nouveau utilisateur de cet outil, je vous conseille d'aller télécharger ce guide qui vous prend un petit peu par la main. Quelles sont les nouvelles dispositions qui sont apparues avec cette version 4.0? Donc, on vous dit, alors ça c'est de façon habituelle, le logiciel a été amélioré en ce qui concerne les algorithmes de fonctionnement. On a eu quelques corrections de dysfonctionnement, hein, faisant suite au retour d'expérience des utilisateurs. Bien évidemment, cette version 4.0 est compatible avec les versions que vous pouviez avoir sur vos PC, donc vous pouvez faire la transition sans problème entre votre version et la version 4.0. On vous dit également il est possible désormais de quitter l'application sans sauvegarder. Vous avez une amélioration de l'éditeur d'étiquettes, un renforcement des informations sur les substances. Et puis, alors moi, je ne connais pas cet outil, mais il est important de le préciser. Vous avez également, alors allez voir sur le site de l'INRS, un autre outil gratuit assez récent qui a été mis en ligne, qui est l'outil Nixie et qui, entre autres, alors moi je ne le connais pas d'un point de vue opérationnel, hein, cet outil, mais c'est un outil qui permet de faire des évaluations du risque chimique pour des salariés multi-exposés aux substances. Parce qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le Code du travail vous demande de faire cette évaluation
en tenant compte des impacts liés aux polyexpositions, ce qui n'est pas toujours simple. Et là, on vous dit dans la version de série 4.0, apparemment, si vous utilisez en parallèle Mixi, on peut intégrer des données de Mixi dans l'outil Serich. On vous dit également, la version 4.0 a intégré le décret sur la traçabilité des salariés exposés au CMR, décret que l'on avait évoqué en juin 2024. Et puis, vous avez apparemment également de nouveaux paramètres pour affiner votre évaluation du risque chimique. Donc voilà, au fil du temps, et c'est normal, hein, cet outil vient s'enrichir en fonction des évolutions de la réglementation, mais également en fonction du retour d'expérience des utilisateurs. Mais vous pouvez faire votre évaluation via une méthodologie qui vous serait propre. Autre sujet dont nous avions déjà parlé en juin 2024, mais pour vous apporter des compléments quand même d'informations, puisque le système là est complètement déployé et il va vivre encore pendant quelques temps apparemment, c'est le système des subventions FIPU. Alors, je vous rappelle que l'acronyme signifie Fonds d'investissement pour la prévention de l'usure professionnelle. Ce sont des subventions qui sont mises à la disposition de l'ensemble des entreprises par les CARSAT, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise, pour une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, même si vous êtes une grosse structure, vous pouvez prétendre à ces subventions. Et ce fonds vient financer des mesures de prévention dont l'objectif est de réduire, puisqu'on parle d'usure professionnelle, 3 familles de risques. Donc, d'agir sur 3 familles de risques. Les manutentions manuelles de charge, les postures pénibles, donc définies comme les postures forcées des articulations, travail à genoux, travail bras au-dessus de la ligne des épaules, etc. Et puis, des actions dont l'objectif est de réduire les vibrations mécaniques. Un petit rappel, ces subventions, le montant des subventions est variable selon que vous êtes une entreprise de moins ou de plus de 200 salariés. Mais vous remarquerez que même si vous êtes entreprise de plus de 200 salariés, vous pouvez prétendre à ces subventions, même si le plafond est de 25 000 euros au lieu de 75 000 pour les entreprises de moins de 200 salariés. Je vous rappelle également que le montant minimum pour pouvoir prétendre à la subvention est de 1 000 euros. Donc 1 000 euros de subvention, en sachant que cette subvention subventionne de l'achat d'équipements, de matériel, des formations, des aménagements de poste, des diagnostics ergonomiques à hauteur de 70% des investissements. Alors, petite précision, je ne répondrai pas aux questions est-ce que tel équipement rentre ou pas dans le cahier des charges. On l'avait déjà évoqué au cours de la session de juin 2024. Là aussi, vous retrouvez tout le détail du cahier des charges sur le site de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. Par contre, quelles sont les nouvelles informations que vous n'aviez pas en juin 2024? C'est qu'on vous dit, pour l'année 2024, si vous voulez prétendre à une subvention FIPU. Alors là, il vous reste juste quelques jours, puisque nous sommes le 10 décembre. On vous dit, vous avez financé des prestations dont la réalisation a été effective et finalisée cette année 2024 et vous souhaitez bénéficier de la subvention. Attention, parce qu'il faut que vous ayez déposé votre facture acquittée au plus tard au 31 décembre 2024. Ou alors, à ce moment-là, comment vais-je dire, vous faites l'achat de votre équipement, par exemple, en 2025, avec une facture 2025 que vous déposerez à compter du 1er janvier 2025. Mais vous ne pouvez pas demander une subvention à compter du 1er janvier 2025 pour un équipement ou une prestation qui aurait été effectuée en 2024. Donc, c'est pour ça qu'on vous a mis un petit résumé, un petit logigramme devant les yeux. Petite précision, ce fonds est censé vivre de 2024 à 2027. Nous avons eu la confirmation il y a quelques jours que le fonds, parce qu'avec toutes les turpitudes politiques que nous subissons actuellement,
les choses évoluent très très vite. Néanmoins, ce fonds va continuer à exister en 2025 et il sera alimenté de 200 millions d'euros. Un élément important, autant en début d'année, moi, pour avoir accompagné plusieurs entreprises, pour les avoir aidées à monter leur dossier, autant le versement de la subvention se faisait dans un délai de, allez, on va dire en moyenne 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où il y avait dépôt de la facture acquittée. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, nous sommes plutôt sur des délais de 2 mois, un peu plus de 2 mois. Bien évidemment, hein, plus les entreprises vont être informées de ce fonds, plus elles vont le solliciter, plus les CARSAT vont être sollicités, donc plus les délais risquent de s'allonger dans le temps. Un élément quand même important, la CARSAT ne valide pas vos devis préalables. Ça ne sert à rien de déposer sur le site Net Entreprise un devis, puisque bien évidemment, vous l'aurez compris, la CARSAT ne subventionne que des prestations et des investissements que vous aviez déjà prévu de faire et pour lesquels vous demandez une subvention. L'objectif premier n'étant pas de se dire, ben voilà, je n'avais pas prévu d'acheter un diable électrique, mais du coup, comme il existe le FIPU, je vais solliciter le FIPU. Vous voyez, donc c'est pour ça que la CARSAT, en aucun cas, ne valide les devis, elle ne valide ou pas que les factures acquittées. D'où l'intérêt de bien vérifier au préalable que vous êtes bien dans le cahier des charges de la CARSAT. Et la déclaration se fait sur le site net-entreprise.fr. Est-ce que vous avez des questions en la matière? Manifestement, tout est Oui, clair. très bien. Un dernier point, alors, qui est un peu de l'ordre de la réglementation, alors pour lequel la réglementation n'a pas évolué, mais un point que j'ai trouvé intéressant parce que le hasard a fait que j'ai 3 entreprises qui m'ont sollicité en quelques semaines sur ce point. La question ayant été, est-ce que les salariés peuvent consommer de l'eau adoucie? Alors, le premier point, avant de parler de réglementation, c'est déjà, on vous dit, l'utilisation et la consommation d'eau adoucie en eau potable est autorisée, mais entre autres, elle est quand même déconseillée par l'OMS. Et on vous dit, il n'est pas conseillé de boire de l'eau adoucie, alors que ça soit dans une entreprise ou même chez vous à la maison, hein, pour plusieurs raisons. Un, alors ça c'est le premier cas qui est important, effectivement, une eau adoucie est nettement plus riche en sodium. Donc si vous avez des salariés, entre autres, qui sont sujets à de l'hypertension, c'est quand même pas fabuleux. On vous dit là aussi, bah, toute installation d'eau adoucie, tout adoucisseur doit être entretenu. Si les entretiens ne sont pas assez réguliers et rigoureux, on a des bactéries qui risquent de proliférer dans le filtre à résine et de contaminer l'eau qui sera consommée par les salariés. Et puis on vous dit, si vous avez des canalisations un peu anciennes, attention, parce que l'eau adoucie, là aussi, risque d'attaquer, entre autres, les canalisations anciennes, hein, d'attaquer, entre autres, le plomb et le zinc. Il faut se référer au Code de la santé publique, pardon, pour avoir une précision, un élément de précision, puisqu'on vous dit le réseau intérieur de distribution, que ce soit une installation publique ou privée, peut comporter, dans le cas d'installation collective, un dispositif complémentaire de la qualité de l'eau sous réserve que le consommateur final dispose également d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire. Donc en clair, effectivement, si vous avez de l'eau adoucie sur votre site, il faut quand même que l'on ait un autre point de consommation d'eau potable non adoucie. Puisque ces équipements, en fait, ont tendance à se généraliser depuis quelque temps, justement pour parer à l'interdiction de mise à disposition gratuite des bouteilles en plastique. Et aussi parce que certaines entreprises veulent supprimer aussi les bonbonnes d'eau, qui n'ont pas que des avantages. Nous sommes arrivés au terme de la présentation. Est-ce qu'il y avait des questions complémentaires au regard des sujets traités, en sachant que les guides, éventuellement, si vous avez des éléments complémentaires, des questions que vous souhaitez poser, vous pouvez les poser à l'issue de ce webinaire. Alors, il semble, pour l'instant, Bah, que nous écoutez, n'ayons pas Tellement. de questions complémentaires.
Donc attention hein, sur les textes cotisation AT-MP, contre visite médicale, informez bien hein, les personnes alors, qui n'assistent peut-être pas au webinaire, mais qui peuvent être en première ligne, parce que ces textes ont un impact et vont avoir un impact significatif au sein de vos entreprises. Et- si, puis peut-être dernier élément, alors je ne sais plus si je vous l'avais précisé en juin concernant le FIPU. Alors moi, pour les entreprises que j'ai accompagnées, la CARSAT n'a pas demandé ces éléments, mais néanmoins, dans le cahier des charges, on vous dit, pour pouvoir prétendre, je dirais à toutes les aides de la CARSAT, un FIPU ou pas, mais néanmoins, il faut quand même bien avoir en tête qu'il faut que vous ayez un document unique à jour, c'est-à-dire à jour de moins d'un an. Il ne faut pas que vous soyez sous le coup d'une injonction ou d'une mise en demeure. Il faut que vous soyez à jour de vos cotisations auprès de l'URSSAF. Et puis, un élément aussi important, si vous avez un CSE, des institutions représentatives du personnel, il faut informer le CSE de la sollicitation du FIPU et puis des mesures que vous avez prévues d'engager via les aides, les subventions que vous demandez. Voilà, ça fait partie du, on va dire, du cahier des charges, en sachant sincèrement, alors c'était peut-être le début de la mise en application de ces subventions, que le dossier se monte de façon très très simple à partir du moment où vous avez regardé, par exemple, les équipements qui rentrent dans le cadre du FIPU et ceux qui n'y rentrent pas. Et à partir du moment où vous déposez votre facture acquittée, nous, la CARSAT ne nous a pas demandé d'informations complémentaires et on a reçu la subvention dans un délai de 3 semaines. Donc c'est, pour une fois, n'ayez pas peur voilà, de vous engager si vous pouvez prétendre à ces subventions, qui sont quand même relativement importantes. Très bien, merci Valérie. Comme Merci d'habitude, Delphine. tu as des remerciements élogieux Eh ben, dans le écoutez, chat. Voilà. merci à vous. J'en profite Euh, quand même pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. La période s'y prête. Absolument. En tout cas, l'association oui, FQP BFC vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Juste pour peut-être remettre au point l'idée à l'issue de ce webinaire, c'est de pouvoir envoyer aux entreprises qui sont adhérentes du coup le replay et le support. Pour celles qui ne sont pas adhérentes, bah voilà, vous pouvez gratuitement assister à ce webinaire. Si vous souhaitez bah, le recevoir, vous pouvez aller voir sur le site d'FQP BFC, sur la page d'accueil. Il y a un petit lien pour prendre une adhésion à l'association, en sachant que, voilà, après, on met aussi d'autres espèces de qualités à votre disposition, que ce soit par exemple le club RSE, que ce soit le Café Climat, que ce soit la commission de nouvelle qualité, le club des audits croisés. Donc voilà, je voulais inviter tout le monde à nous rejoindre si vous étiez intéressés. Et Voilà. je compléterai également, n'hésitez pas, parce que j'ai eu des demandes à vous manifester, si en complément de l'animation semestrielle, vous souhaitez, on l'avait évoqué la fois précédente, puisque certains d'entre vous m'ont contacté, recevoir mensuellement, donc là, c'est entre la présentation semestrielle et puis la veille personnalisée, mais recevoir de FQP une information mensuelle avec fiche de synthèse et éventuellement, en fonction de l'évolution de la réglementation, les actions qui doivent être engagées sur vos sites respectifs. Donc là, ça fait l'objet d'une prestation FQP à moindre coût, ai-je envie de dire, et qui peut être, on va dire, intermédiaire entre la présentation semestrielle et puis ceux, et il y en a parmi vous qui ont bah, bien évidemment une veille personnalisée. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous Et et nous nous retrouvons en pleine forme en 2025